Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour tous. Sébastien. Bonjour Bonjour, Olivier. bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Céline. Bonjour à Bon, tous. on est aujourd'hui ici pour un sujet extrêmement important qui est quand on a un projet de consulting achat, quelles sont les clés de succès, les choses à savoir. Et donc, pour ce live, Sébastien et moi, on a pris la liberté d'inviter Olivier, Céline et Nicolas, avec qui nous travaillons sur des missions de consulting, pour qu'ils puissent partager aussi leur expérience. Et puis, et on va avancer comme ça. On va déjà s'assurer que tout le monde est là. Donc, ceux qui sont présents, faites-nous un petit coucou dans les commentaires, hein, parce qu'il y a toujours cette peur de démarrer le live alors qu'on n'est pas en ligne. Ça, c'est le grand classique. Je vais regarder si on est connecté. Est-ce Ça qu'on nous est est jamais, live? ça nous est jamais arrivé, mais voilà. Est-ce qu'on est là? On est On va ravis. voir ça. On va voir ça. Est-ce qu'on est bien en ligne? Hop. Hop. On va y arriver. Pour l'instant, je ne vois pas. Ah si, ça y est. Si c'est bon. Allez, c'est Les bon. premiers commentaires arrivent. Bonjour Alexandra, on n'a même pas posé la question. Elle nous dit qu'elle est de Châtillon. C'est quoi? Il y a quand même des habitudes qui ne se perdent pas. Oui, dites-nous où vous êtes aujourd'hui. Faites-nous un petit coucou. Voilà, ça y est, tout le monde est là. Bonjour Samuel. Bonjour Marc. Bonjour Mickaël. Bonjour Aline. Bon, c'est top. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Clémentine. On a vraiment beaucoup de monde. Bonjour Shérif. Bonjour Johanna, Thomas. Bon, il y a plein de personnes qu'on connaît bien. Bienvenue dans ce live. Ce que je vous propose, on va faire un petit tour de table rapide. Honneur d'âme, Céline, est-ce que tu te présenterais en quelques secondes, s'il te plaît? Oui, donc moi je suis donc Céline Castellano, je suis manager de transition depuis à peu près 3 ans en tant que responsable supply chain. Et je viens de finir une mission chez SWOT de structuration de flux d'approvisionnement. Ouais. C'est fait de manière très courte, mais effectivement, c'est exactement ça. Vous allez voir, Céline, c'est quand même finalement la partie la plus difficile, enfin en tout cas à mon sens, la plus difficile, hein, qui est la structuration des niveaux 2 de maturité dans les entreprises. Mais on va en reparler. Merci Céline, donc c'est ta spécialité, donc tu es consultante indépendante. On va passer à Nicolas. Oui, bonjour à tous. Donc ravi de faire partie de cette conférence. Donc Nicolas, on va dire jeune consultant achat, puisque moi je me suis lancé en 2025, hein, l'année du changement, pour devenir consultant à mon compte dans un esprit entrepreneurial. Et donc effectivement, moi je suis issu d'une filière plutôt aéronautique, avec 15 ans d'actifs en tant qu'achat, gestionnaire de projet. Et j'interviens, tout comme Céline actuellement, dans une entreprise pour le compte de SWOT en tant que consultant pour structurer justement le niveau 3 de maturité achat. Donc, c'est la suite logique de ce que Céline a implémenté à son niveau. Ouais, tout à fait. Vous travaillez en équipe aujourd'hui, hein, dans l'une des entreprises qu'on accompagne. Et effectivement, toi, Nicolas, c'est allé assez vite en fait, hein, puisque tu t'es lancé sur le niveau Black Belt et très vite, il y a une opportunité à côté de chez toi où tu avais le profil et où tu as été sélectionné. Ouais. Nicolas a levé la main très haut. Moi, je veux tester. Effectivement, les planètes se sont alignées assez rapidement. Donc, il y a un gros facteur chance de mon côté, mais aussi, il y a une suite logique dans tout ce qu'on a initié ensemble. Ouais, c'est vrai. Olivier, à toi. Oui, bonjour. Je suis ravi de participer à cette conférence. Moi, je suis consultant achat depuis maintenant 5 ans. J'ai fait la formation du Black Belt HRSE de SWOT. Et c'est ma deuxième mission que je commence depuis quelques jours avec SWOT, accompagné de Nicolas. Et j'ai eu la chance de rencontrer Céline également. Donc, ravi de cette continuité permise par SWOT, un porteur d'affaires, mais également structurant les affaires, puisqu'on on utilise la méthode Impact 3 dans cette magnifique mission. Donc, ravi de pouvoir partager avec vous l'expérience de consultant et pourquoi pas, enfin, plus, on verra au cours de cette conférence. Voilà, à tout de suite. Merci Olivier. Sébastien, est-ce que pour une fois, tu te présenterais? Parce que
On en est à Et- notre 50e ou 60e live. Je crois que c'est plus que ça, mais bon, quand même. Ah, mais c'est ça, hein, je crois que c'est 50 ou 60. On les anime tous les deux avec Guillaume. On se voit une fois par mois. Moi, Sébastien, je suis consultant, formateur chez SWOT. Sur la partie consulting, je vais être un petit peu le lien administratif. Je vais accompagner les personnes sur les gestions de contrats, les gestions de fin de mois, les gestions de facturation, etc. Et évidemment, la partie technique sur la partie data management, où là, pour le coup, je vais être en mesure d'accompagner l'ensemble des consultants sur les démarrages de nos missions. Donc voilà. Merci Sébastien. Effectivement, tu es le monsieur data chez SWOT. Toutes les missions consulting, Sébastien jette un œil sur la partie data pour aider justement les consultants à formaliser des tableaux de bord, notamment des analyses d'offres complexes, puisqu'on peut dire quand même que tu es une sacrée machine sur tout ce qui va être gestion data, Excel. Voilà. Heureusement que tu es là. Sans remplacer le consultant, évidemment, mais Non. en tout cas en accompagnement pour Ouais. éviter de bloquer sur des situations complexes qui sont ce que tout le monde connaît beaucoup en entreprise, c'est mince, j'ai pas les datas, j'ai pas les bonnes datas, et puis quand je les ai, comment je fais pour les mettre les unes derrière les autres et les mettre en forme dans l'outil. Donc bon, c'est toujours plus simple quand on travaille avec Nicolas, Olivier et Céline, hein, qui ont tous les trois la formation entre les mains. Donc évidemment, ils ont les appuis et les supports pour pouvoir gérer ça d'eux-mêmes. Mais effectivement, à chaque fois que je peux intervenir, je viens compléter l'expertise. Merci Sébastien. J'ai pu le voir, évidemment. Du coup, je vais me présenter aussi. Donc, je suis Guillaume Gourmelon. J'aide les entreprises à intégrer l'IA, la data et la RSE au cœur de leurs achats pour venir renforcer leur performance économique, sociale et environnementale. Ça fait maintenant bientôt 20 ans que je fais ça. Et j'ai fondé SWOT il y a 15 ans. Et en fait, il y a 15 ans, j'étais consultant indépendant. Ah, il y a Olivier qui a un souci de connexion. Il y a 15 ans, quand j'ai fondé SWOT, j'étais consultant indépendant. J'avais pour ambition de venir créer le SWOT que vous connaissez peut-être aujourd'hui. J'ai aussi roulé ma bosse comme consultant indépendant. Donc, je vais essayer aussi de vous apporter un petit peu des retours d'expérience par rapport à ça. Sébastien aussi, quand tu nous as rejoints, on faisait beaucoup de consulting terrain encore à l'époque. Et oui, on a commencé par ça. On a fait beaucoup de choses finalement chez SWOT. On a beaucoup structuré. Et effectivement, à la base, d'ailleurs, un des enjeux de notre association avec Guillaume, c'était justement de faire plus de missions, de réussir à aller plus loin sur chacune des missions. Parce qu'effectivement, sur le fond, moi aussi, mon objectif, c'était d'être consultant indépendant. Et en fait, on s'est trouvé naturellement. Les énergies cosmiques nous ont rapprochés. C'est ça. Ouais, on n'est même pas passé par un site de rencontre, rien. On s'est rencontrés à l'école. C'était mon élève. C'était mon élève à l'ESAP. Et quand j'ai vu le potentiel, je me suis empressé de lui proposer un poste. Du coup, on va passer un petit peu sur la presse. Alors, bonjour, j'ai géré le rapport RSE 2024 de l'UTAX Code 3. OK. Top. Merci Xavier, très utile. On a déjà des commentaires où on nous envoie des CV complets. Ouais, c'est vrai. Dans les commentaires. C'est vrai, c'est marrant. Donc voilà. Bon. Donc, ce qu'on va faire, parce que comme d'habitude, on est ric-rac en timing. J'espère qu'Olivier va bien. Il a, je pense, des soucis de connexion. Je regarde s'il n'est pas en attente d'ailleurs de se reconnecter. Non, c'est bon. Ce qu'on va faire là, on va passer en revue vraiment tout ce qui va faire la réussite d'un consultant indépendant et on vous partagera les solutions que vous pouvez activer pour venir accélérer ça et mieux réussir, puisque aujourd'hui c'est ce que nous faisons chez SWOT. Et au fur et à mesure, surtout partagez votre expérience dans les commentaires, remontez-nous vos avis et on va avancer comme ça. Alors, première question. Pourquoi devenir consultant indépendant? C'est quoi la raison d'être? C'est quoi qui vous a motivé à envisager de devenir consultant ou à être consultant? Parce que parmi vous, il y en a qui sont en réflexion de devenir consultant demain ou dans quelques mois ou années. Et il y en a d'autres qui sont consultants depuis quelques mois ou quelques années. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir consultant?
Nicolas, est-ce que tu nous partagerais justement toi ce qui t'a motivé en tant que jeune consultant? Ah, je dirais que c'est pas toujours un choix rationnel de prime abord. Et l'idée et l'enjeu justement, c'est de le rendre rationnel. On va Ouais, parler de pyramide de maturité en fait pour les structures PME, ETI, mais je pense qu'il faut aussi, en tant que consultant, créer sa pyramide en fait finalement pour avoir une vision court, moyen, long terme. Moi, ce qui m'a principalement motivé, c'est l'esprit. Bon, ça correspond d'abord à un défi personnel. J'étais en situation de salariat depuis une quinzaine d'années dans un grand groupe aéronautique et j'avais en fait depuis longtemps l'envie d'entreprendre quoi. Donc j'avais cette volonté d'entreprendre par mes soins et puis de rebondir un petit peu sur mon expertise pour justement la développer et l'élargir à des champs, à un champ plus vaste qu'un simple secteur d'activité. Et l'autre dimension du consultant, c'est aussi le niveau d'interaction humaine qu'on peut avoir et les impacts que l'on peut avoir au sein des structures. Et je pense qu'il y a une partie de la réussite des missions qui se trouve aussi dans la capacité à interagir, les fameux soft skills, avec, ouais. avec les différentes parties prenantes dans les entreprises. Donc le challenge personnel avant tout, et puis soif d'entreprendre euh, pour voilà, vivre une expérience autre. Et puis Ouais. j'espère et je me souhaite le vivre le plus longtemps possible. Hmm. C'est bien parti en tout cas, tu t'en es donné les moyens. Alors je rebondis sur ta soif d'entreprendre. Il y a quelque chose qui est assez, alors je sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est quelque chose que une personne que j'apprécie beaucoup m'avait dit quand je faisais mes études. J'étais plus jeune et il m'a dit il y a 99% des gens qui rêvent de monter leur boîte, il y en a 1% qui le font. Voilà. Bah toi tu t'es lancé et donc félicitations. C'est devenu déjà tu montes ta structure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire mais qui n'osent jamais. C'est vrai que le pourquoi et cette envie, cette énergie qu'on a dans notre cœur de vouloir créer et devenir entrepreneur, ce défi personnel, ben voilà, de l'envie à l'action, il y a quand même une sacrée sélection qui se fait entre les deux. Bienvenue parmi nous, Olivier, qui a eu un souci technique, je crois. Un petit souci, Tu es de oui, très retour. rapide. De retour. Pardon. Céline, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé, toi? Moi, ce qui m'a motivée, c'est qu'en fait, j'aime bien le changement et j'aime bien bâtir des choses. D'ailleurs, c'était une collègue. En fait, c'est une collègue qui m'a fait donner le déclic pour le management de transition. Elle me disait, c'est qu'en fait, j'aimais bien, en gros, quand c'était bien le bazar, que j'aimais bien analyser, ranger, former, puis une fois que c'était propre, qu'il fallait gérer, ça m'intéressait moins. Ouais. Et c'est à partir de là que je me suis dit, bah, effectivement, Ouais. je ne peux pas m'amuser à changer d'entreprise à chaque fois que j'ai mis des choses en place. Il faut que je trouve quelque chose où je le fais, ça devienne, disons, mon métier. C'est comme ça, en fait, que je me suis dirigée vers le management de transition. Et ce qui me correspond, parce que aussi, j'aime par rapport à disons, l'indépendance qu'on peut avoir, la liberté de choix, de décision, et voilà, de trouver un équilibre aussi vie perso, vie professionnelle. C'était vraiment un choix de vie en fait. Voilà, c'était vraiment pas un truc par défaut, c'est vraiment pas un choix par défaut comme on peut des fois l'entendre. Moi, c'était vraiment disons personnel. D'ailleurs, je voulais plus tôt et puis le confinement m'avait un petit peu contrarié dans le déploiement de mon projet. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me convient. Humainement, professionnellement, voilà, c'est des découvertes. Et puis là, Merci. Là, c'est le jeu d'avoir beaucoup de bazar et de problèmes à régler pour Céline. Parce que finalement, quand on a fini de régler tous les bazars dans sa propre entreprise, bon, même s'il y en a toujours un peu, aller régler de nouveaux sujets pour plein de nouvelles entreprises, pour plein de nouveaux secteurs, ça doit être passionnant pour Céline. Ouais. Bah, effectivement, je trouve intéressant. Je rebondis sur quelque chose qui a tilté dans ce que tu as dit, Céline, c'est de garder que les parties les plus intéressantes des missions. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, une fois que tu as structuré, que tu atteins ton seuil de stabilisation, tu vois, ta vitesse de croisière, bah, effectivement, c'est moins challengeant. Et ce que je comprends dans ton profil aujourd'hui, Céline, c'est que toi, tu as besoin d'aller à la castagne un petit peu et d'aller vraiment construire des choses et accompagner des équipes dans une approche de transformation. Tu es une vraie manageuse de transition. C'est vrai qu'on utilise le terme consultant achat, mais
les vrais managers de transition, tu es dans la transition vers justement cette approche, on va dire, stabilisée. Et toi, c'est ce qui te nourrit, quoi. C'est ce qui t'anime, c'est cette coordination des projets. Je trouve ça très beau. Et je pense que c'est une des qualités principales d'un bon manager de transition, d'un bon consultant achat expert. Voilà. Ce que tu as pu d'ailleurs démontrer dans la dernière mission qu'on a menée ensemble, qui était quand même challengeante, bon, comme toutes les missions. Mais effectivement, tu as pu démontrer tout ton savoir-faire sur cette partie-là. Olivier. Merci. Moi, ce qui m'a vraiment passionné pour démarrer cette activité de consultant, c'est l'opportunité de changer régulièrement de domaine d'activité. Hein, j'ai pu passer de la pharma, l'aéro, au naval, aussi à différents réseaux de sous-traitance. J'étais contingenté dans un monde très automobile pendant 25 ans. Et puis là, du jour au lendemain, grâce à cette activité de consultant, qui permet déjà de répondre à des attentes d'entrepreneuriat, on peut se projeter dans plein de domaines différents. C'est très enrichissant. Et puis si ça répondait à une volonté de transmission. Moi, j'arrive à un âge, je suis pas encore en fin de carrière, j'ai encore une bonne dizaine d'années à travailler au moins. Donc, je suis loin de cette échéance que je n'envisage pas pour le moment. Mais en tous les cas, on commence à avoir de l'expérience et puis on transmet. D'ailleurs, je suis aussi centre de formation dans mon activité, en plus d'être consultant. Donc, ça répond aussi à cette activité et de transmission et de toujours acquérir des connaissances dans des domaines qui étaient fermés quand on était salarié, on était un petit peu enfermé dans son domaine quotidien. Voilà, Ouais, diversifier les secteurs d'activité. Ouais. Ça, c'est ça. c'est passionnant. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Merci, Olivier. Pour ma part, en tant que consultant indépendant, quand j'étais consultant indépendant, ce qui m'a le plus apporté, ce qui m'a permis de construire la méthode Impact 3 et de craquer le code de comment on structure un service achat de manière scalable, c'est-à-dire déployable de la même manière dans toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, quelles que soient les typologies d'achat, etc., c'est d'avoir travaillé dans ces différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, la fonction achat est si méconnue dans ses fondamentaux qu'on pense que un acheteur transport est quelqu'un de complètement différent dans son savoir-faire qu'un acheteur IT ou qu'un acheteur packaging et autres. Et en fait, le fait de travailler dans divers secteurs d'activité sur différentes typologies de marchés fournisseurs m'a permis de comprendre qu'en fait, c'est la même chose. Les leviers qu'on va activer sont pas toujours les mêmes. En tout cas, les leviers techniques, les leviers commerciaux sont toujours les mêmes. Hein. Que tu travailles pour optimiser les transports ou de l'IT ou des packaging, si je prends ces trois exemples, tu vas pouvoir faire un appel d'offres, massifier, faire des contrats pluriannuels. Donc, les leviers commerciaux sont les mêmes. Et toute la partie politique stratégique, c'est la même pour tous les secteurs d'activité. Donc, on a tendance à penser que accompagner une entreprise ou être directeur achat ou même être acheteur dans une entreprise, ce sont des métiers complètement différents en fonction des secteurs d'activité. Et ça, c'est très répandu dans les personnes qui n'ont travaillé que dans un secteur d'activité. La réalité, c'est qu'en fait, le métier est le même dans toutes les entreprises. Effectivement, il fallait créer un langage commun. Et c'est un petit peu, on va dire, notre combat chez SWOT, c'est de construire une fonction achat plus performante par l'approche méthodologique, puis aujourd'hui par l'intégration de l'IA, de la RSE et de la data. Mais c'est le même métier. Et en fait, d'être consultant et d'avoir compris ça va vous permettre d'élargir largement votre champ de jeu, en fait, votre terrain de jeu, parce qu'à partir du moment où vous êtes légitime et conscient de votre légitimité pour aller travailler dans plusieurs secteurs d'activité, plusieurs typologies d'achat, bah vous allez pouvoir capter beaucoup plus de missions et enrichir énormément votre façon de voir les choses. Et ça, c'est passionnant. Je termine juste sur une dernière chose, mais par exemple, c'est des choses qui m'ont toujours marqué. On se rend compte que parfois, la plus grande inspiration quand on cherche à optimiser une famille d'achat va venir d'expériences qu'on a pu avoir dans des secteurs complètement différents et des marchés fournisseurs complètement différents. L'exemple qui me vient en tête, par exemple là, quand vous travaillez sur des packaging, par exemple des cartons, vous allez pouvoir optimiser les grammages d'un carton, par exemple. Il faut savoir que dans le tissu, c'est aussi des grammages de tissu, des grammes par mètre carré. Et on se retrouve aussi à avoir des leviers techniques qui vont être les mêmes d'un secteur à l'autre. C'est là où on comprend que tout est connecté. Et c'est ça que permet aussi le fait de devenir consultant indépendant, c'est qu'en fait, on va être capable d'avoir cette vision à 360 degrés et finalement d'être beaucoup plus pertinent quand on va travailler sur un sujet parce qu'on a la compréhension de tout ça et on va pouvoir chercher l'inspiration de manière beaucoup plus libre.
Voilà. Alors, au niveau des commentaires, on se retrouve un petit peu là dans les réponses de Ouais. Céline, Olivier et Nicolas. On nous dit travailler dans l'humain et pas juste les KPI, augmenter la diversité des opportunités en termes de mission. Donc là, on se retrouve Mm. complètement le goût des projets, le challenge, la flexibilité, la liberté, l'indépendance. Voilà. Globalement, on retrouve un petit peu les grands thèmes qui ont été évoqués par Olivier, Céline et Nicolas. Ouais. Continuez à nous dire dans les commentaires justement ce qui vous a motivé. Mais effectivement, on voit une chose, c'est que l'argent n'a pas remonté. Il n'y en a pas un qui a dit pourquoi je Oui. suis devenu consultant pour gagner plus d'argent. Mm. Alors, il faut savoir que quand on monte une structure, une entreprise, effectivement, eh bien, beaucoup le font pour gagner plus d'argent. Ça reste quand même une motivation, quoi qu'on en dise, profonde de beaucoup d'entrepreneurs. Alors que le consultant indépendant, souvent, va être beaucoup plus orienté, vous voyez, sur le partage, la diversification, la liberté. Finalement, comme tu l'as dit, Nicolas, très justement, ça part d'un pourquoi qui peut être en partie irrationnel au début et qu'on va venir rationaliser. C'est un petit peu ce qu'on va faire dans cette présentation. Ensuite, on va passer du coup au sujet, on va dire, central, parce que c'est bien beau d'avoir des rêves, c'est bien beau de se lancer, mais parlons un petit peu rémunération. Est-ce que peut-être, Olivier, est-ce que tu veux t'exprimer sur Bien sûr. ta vision entre toi qui as quand même de nombreuses années d'expérience en tant que Ouais, consultant versus bah, tes années de salarié? alors, tout d'abord, la rémunération, comme tu l'as très justement dit, Guillaume, n'est pas forcément l'axe central, de la motivation. La rémunération, elle est extrêmement variable en tant que consultant. Elle peut être, beaucoup plus importante qu'un simple, que le salariat ou un peu inférieure. Tout va dépendre de plusieurs critères. Le premier va être déjà la préparation. Une activité de consultant, si elle n'est pas préparée, si elle n'est pas anticipée et si elle ne s'intègre pas dans une construction de l'entreprise dans laquelle, on entreprend, le résultat et la rémunération ne sera pas au rendez-vous. Elle va aussi dépendre du tissu dans lequel on s'investit. Quel type d'entreprise on va aller, toucher. Mmh, Des grosses structures permettront de meilleures rémunérations, des activités, à plus forte valeur ajoutée mmh, aussi un critère qui est très important, c'est quelle maturité ont les sociétés dans lesquelles vous allez intervenir. Vous intervenez ouais, dans une société qui n'a aucune structure, vous allez lutter d'abord, pour structurer des choses où votre travail, la valeur de votre travail va pas forcément être mise en avant d'une manière, facile et la rémunération sera à la hauteur de ce que vous pourrez apporter ou démontrer. ouais, Donc il faut prendre en considération votre projet personnel, ce que vous allez investir dans le projet. Si vous dites: «Ça y est, ouais. je suis consultant, je vais me laisser traîner et ça va être facile», il faut s'investir tous les jours, il faut se remettre en cause en Mmh, permanence. Moi, par ouais, exemple, avant de démarrer mon activité, j'ai monté un business plan. Ce business plan, ouais. je le revois tous les ans. Il y a des choses qui marchent bien, moins bien. Il faut faire des choix tous les ans en se disant: «Est-ce que je conserve cette typologie de clients ou d'activités?» Je me suis lancé, par exemple, dans de la formation universitaire. Bah, aujourd'hui, c'est plus dans mes plans. Voilà, ça fait Ah, partie des choses à que toi j'ai laissées aussi, de côté. toi aussi. Voilà, Oui, voilà. et oui, oui, Donc tout à fait. et il faut réfléchir, qu'est-ce que je veux faire de cette activité? Mais je connais des consultants qui adorent faire de la formation en milieu universitaire. La Mmh, rémunération n'est pas à la hauteur de leurs espérances, mais en tous les cas, ils ont une stabilité, ça leur amène une stabilité. Vous avez une mmh, chaire ou un poste, à année entière de quelques heures par semaine à faire, dans une université ou une école de commerce ou autre, ça apporte de la stabilité, de la rencontre avec d'autres personnes, mais ça vous ouais, paye pas grand-chose. Voilà. Donc ouais, cette rémunération, elle est vraiment variable en fonction de votre projet propre et du tissu dans mmh. lequel vous intervenez. Voilà. Ouais, ouais, merci Olivier, c'est très inspirant comme témoignage et je pense on partage tous ici la même vision. Je vois Alice Girard qui dit: «Je termine ma première année de consultante après 17 ans comme salariée. En termes de revenus, j'aurais gagné environ 20%, 20% en ayant Et travaillé, 30% de moins. 20% de plus en ayant travaillé, 20% de moins». Ça, c'est vachement intéressant. oui. Bon, Ouais, après, c'est 20% de variable, plus. ce que disait Olivier. Ouais. C'est Olivier très a un variable, ouais. parcours de direction aux achats, où vous étiez effectivement dans une grande structure. Effectivement, Olivier, on en a parlé en préparation.
vous concernant, le niveau de rémunération est moindre, c'est ça? Quand vous êtes patron des achats multi-sites à l'international, avec des responsabilités, plus d'une vingtaine d'acheteurs au quotidien, etc., etc., vous tangentez des rémunérations à près de 100 KE par an. Bah, quand on est Mmh. consultant, pour sortir 100 KE de rémunération directe, il faut déjà. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais il faut avoir la chance de ne pas avoir trop d'intermissions. Parce que ce qu'on oublie dans le consultant, enfin dans l'activité de consultant, d'indépendant, on va aller travailler dans une entreprise. Il va y avoir une phase transitoire où on va reprospecter pour aller chercher une autre affaire, un autre projet. Et si la durée entre ces 2 missions, dure trop longtemps, bah, pendant ce temps-là, vous ne facturez pas, donc l'argent ne rentre pas, hein, c'est lié. Et donc la durée des intermissions, l'enchaînement des missions, des missions, courtes, longue durée, et cetera, vont faire varier cette rémunération. Et puis une mission de consultant très longue durée, bah, on retrouve un petit peu, le salariat. Et donc est-ce que c'est vraiment intéressant d'être, 3 ans en mission de consultant dans une même entreprise? La question se pose quand Mmh. même. Moi personnellement, Ouais. ça m'intéresse pas. Voilà. Mmh. Mmh. Mmh Mmh. mh. Ouais, ouais. Faut pas mélanger, ouais. C'est vrai que c'est intéressant du projet de consultant où finalement on va se retrouver bloqué dans une même entreprise 3 ans. Tu te demandes finalement, voilà. Et le nombre de consultants d'ailleurs qui sont réinternalisés comme salariés, c'est astronomique, hein. C'est plus de la moitié, hein, je pense dans les 2 premières années, hein. Donc effectivement, vraiment, voilà. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Céline sur l'approche management de transition. Je viens, je structure et derrière, je passe à une autre mission. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai transféré et j'ai aidé l'entreprise à se structurer. Maintenant, je passe à un autre challenge. Finalement, c'est un peu ça aussi le boulot passionnant, du consultant. Céline, est-ce que tu nous partagerais un petit peu, toi, ta vision sur consultant indépendant versus salarié? Effectivement, l'intermission, c'est quand même une notion importante à aborder et à réfléchir, à avoir conscience. En fait, il faut accepter peut-être de rester plusieurs semaines, plusieurs mois sans activité, et donc savoir si financièrement on est capable de le faire, et si Ouais. aussi intellectuellement on est capable de le faire. Il y a certaines personnes qui sont, on va dire, un peu hyperactives et qu'il faut absolument trouver une mission tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus, comme moi par exemple, qui sont un peu plus, on va dire, un petit peu plus cool. Je me donne à fond pendant les missions et puis je me prends 1 mois, 2 mois pour voyager, pour ce que je disais tout à l'heure, l'équilibre vie perso, vie pro. Mais je l'ai anticipé, j'ai réfléchi, voilà, c'est quelque chose de réfléchi en fait. Oui, ouais, tout à fait. Bah, c'est intéressant. Il y a une autre personne qui évoquait justement, j'ai gagné 20% en plus en travaillant 30% de moins. Bon, bah là, effectivement, quand tu le vois comme ça, tu peux, voilà. Si tu travailles à temps plein, que c'est sur des missions avec un bon niveau alors déjà, le plus important, c'est notre expertise. On va en parler, hein. Faut que tu aies quand même quelque chose à apporter aux entreprises de vraiment solide. Ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, dans le consulting, il y a de tout, hein. Il y a de l'ultra junior qui n'a aucune expérience qu'on va positionner, mais finalement, forcément, il va pas pouvoir demander on va dire un taux journalier équivalent à ce que pourrait proposer un profil qui a 20 ans d'expérience. Il faut comprendre quelle est l'expérience, quel est effectivement le savoir-faire, hein, l'expertise, savoir-faire de construction de livrables, dans quel niveau. Voilà, on va rentrer dans le détail également. L'état d'esprit dans lequel on est, le nombre de jours qu'on va travailler, c'est énormément de facteurs qui vont jouer finalement sur la rémunération. Et effectivement, ceux qui courent après les missions, Céline, constamment, ça peut être très fatigant intellectuellement. Voilà, il faut l'aborder de manière beaucoup plus entrepreneuriale, avec une prise de risque, des temps de pause, et vivre comme ça. C'est un style de vie, hein, un style de vie qui est, quand on aime, on a du mal à revenir en arrière. Ouais, ça c'est clair. Sébastien, avant de passer sur le slide suivant, je veux partager un petit peu notre expérience. Quand je me suis monté en 2011, j'étais tout seul. Et effectivement, j'ai eu la chance par le bouche à oreille, j'ai fait zéro comment dire, commerce pendant des années. Je finissais une mission, ça m'en appelait une nouvelle. J'ai commencé à donner des cours assez tôt. C'est comme ça d'ailleurs j'ai rencontré Sébastien en milieu universitaire, Olivier, donc payé au lance-pierre. On est d'accord.
Ça, c'est intéressant, mais par contre, ça m'a permis de développer mon réseau. Donc, en fait, par exemple, aujourd'hui, je vous donne juste un élément. On a arrêté de travailler avec les différentes écoles avec qui on travaillait. On a travaillé quasiment avec toutes les écoles françaises, hein, les universités françaises. En tout cas, pour ma part, j'ai pu intervenir dans les différentes écoles. On a gardé deux entités. On a gardé Kedge, le mail de Kedge. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, la rémunération n'est pas équivalente à ce que, par exemple, je peux gagner pour SWOT en tant que quand je vais faire du consulting ou de la formation dans les entreprises. Par contre, quand tu as la possibilité de voir, de croiser le chemin de dizaines, voire de centaines d'acheteurs en devenir ou déjà en poste, parce qu'il y a aussi de la formation continue, en fait, tu vas commencer aussi à développer ton réseau. Donc, en fait, parfois, il y a des produits dans le mix produit dans le business plan, il y a des produits qui sont faiblement rémunérateurs, mais qui vont t'apporter du réseau, de la légitimité aussi en tant qu'expert. La formation, c'est pas mal pour ça. Voilà. Et la formation universitaire, c'est clair que au niveau financier, c'est pas intéressant. Ça peut prendre beaucoup de temps aussi, donc ça nécessite une bonne organisation. Et à côté de ça, on menait des missions. Alors, je menais des missions, puis ensuite, Sébastien m'a rejoint. Mais effectivement, je gagnais, comme j'étais surtout en début de carrière, je fonctionnais beaucoup sur des dossiers au résultat parce que quand tu te lances à 25 ans, tu n'es pas attendu par les directions générales pour les conseiller. Donc, je me vendais finalement sur des audits gratuits, rémunérés au résultat, dans lesquels ça m'a permis d'itérer l'approche méthodologique qu'on vous propose aujourd'hui. Et effectivement, je gagnais beaucoup mieux ma vie qu'en tant que salarié. Et je travaillais effectivement moins, c'est-à-dire j'estimais que j'avais vraiment 6 mois à fond dans l'année où je travaillais peut-être 70 heures par semaine ou 60 heures, j'en sais rien. Et il y avait vraiment les périodes où j'étais plus cool. Je me prenais des vacances l'été, des phases où j'étais à mi-temps. Voilà, et ça me permettait quand même de gagner très bien ma vie. Par contre, il y a un point qui est quand même extrêmement important, Sébastien, et on en a payé les frais, c'est le risque client. C'est-à-dire que ta rémunération va être aussi dépendante de la qualité des contrats que tu as fait, des types de missions, etc., etc. Avec Sébastien, on a une anecdote, un écueil quand même assez important, puisqu'on a eu un impayé client extrêmement important. Hein. On parle d'un demi-million d'euros quand même à l'époque, qui n'a jamais été payé, qui est encore aujourd'hui dans les mains de la justice. Et quand tu es consultant indépendant ou que tu as une petite structure, et que tu as travaillé pendant des mois et qu'à la fin, tu n'es pas payé, eh ben ça fait extrêmement mal. Ça nous a fait beaucoup de mal sur le déploiement de SWOT, puisque cet argent-là, on voulait l'utiliser pour faire le SWOT que vous connaissez aujourd'hui. On a dû le faire différemment, on a réussi, mais effectivement, ça nous a fait beaucoup de mal. Et ça fait partie du jeu. Dans le business plan, aussi de faire attention. Quand vous faites des dossiers par exemple, au résultat, vous vous exposez à des risques. Au moment où les résultats tombent, plus vous êtes bon, entre guillemets, plus l'entreprise va vous devoir de l'argent, plus vous vous exposez à un risque d'impayé. Et donc, manager son risque avec une approche au TJM, pourquoi pas une approche au résultat, mais hyper bien cadrée dans les contrats, c'est extrêmement important. Il y a quelqu'un d'autre parmi les consultants là qui a déjà eu des problèmes d'impayés? Oui, j'ai eu un impayé de 12 000 euros sur 2 exercices. Donc, ça fait mal, effectivement. Surtout quand l'entreprise n'est pas en mesure de pouvoir les payer, oui, ça fait mal, mais ça fait Ouais, partie du jeu. C'est un risque à... ouais. C'est un risque à prendre, mais quand tu es complètement dépendant d'un client, ça peut te mettre vraiment dans des situations très délicates, quoi. Et donc ça aussi, dans le business plan, de diversifier ses sources de revenus, de diversifier ses clients, c'est une des bases du métier d'acheteur. Évidemment, c'est extrêmement important. Bon, on va passer maintenant à une approche un peu plus méthode. On va regarder le lien entre la maturité des organisations et l'impact sur l'activité d'un manager de transition, d'un consultant achat. On se rend compte dans ce qu'on vient de voir avant, c'est que la rémunération, l'intérêt des missions va être très dépendant de la taille d'une entreprise et de son niveau de maturité. Prenons un exemple simple. Vous arrivez dans une entreprise qui est dans une approche vraiment niveau 1 de maturité avec une vision quotidienne, des ruptures, un ERP qui n'est pas exploité, une segmentation achat qui est absente ou perfectible, des négociations qui sont subies, etc. Voilà, vraiment une approche sapeur-pompier, comme on l'explique. Effectivement, le consultant qui arrive dans cette structure-là, comme tu l'expliquais tout à l'heure, Olivier, tu vas avoir du mal à faire valoir ta valeur ajoutée, puisqu'en fait, la fonction achat n'existe pas, elle est très loin d'exister.
Et donc forcément, quand tu arrives là-dedans, bah, tu es sapeur-pompier. Et donc, ta valeur ajoutée en tant qu'expert, stratège, etc., va être difficile à mettre en place. Et des erreurs qu'on a pu faire avec Sébastien par le passé, c'est finalement de dire, bah, nous, on est des experts, on sait vous accompagner sur des niveaux 4-5 de maturité, structurer la performance économique, le management du risque, intégrer la RSE, les parties prenantes, consolider tout le data management, faire des tableaux de bord automatisés, etc. Et finalement, eh ben, on poussait des visions comme ça. Alors, souvent, ça fonctionne. Hein. Tu arrives à obtenir tes missions, mais la réalité, c'est qu'en fait, ce qu'il faut vendre, c'est le niveau au-dessus, c'est le niveau 2 de maturité. D'ailleurs, je crois qu'ici, on a une experte parmi nous, Céline, qui fait ça, en fait. Hein, qui fait c'est les héros de l'ombre, Céline, qui structure les approvisionnements pour permettre finalement la création d'une fonction achat. Tu veux en parler un petit peu, Céline? Oui, effectivement, c'est une fonction, comme tu dis, de l'ombre, mais en fait, c'est quand même une fonction hyper importante parce qu'en fait, Ouais. on crée disons, la fondation, le reste, le reste de la pyramide. Et Ouais. c'est quelque chose qui est, disons, très attendu sur le terrain, en fait, mettre en opération, mettre des choses, une structuration de flux, d'une structuration, une meilleure organisation, des process, des choses qui très souvent n'existent pas. Et en fait, ils sont toujours en train d'établir qu'il n'y a plus d'anticipation, qu'une planification. Et donc, moi, ma spécialité, effectivement, c'est de structurer tout ça en passant par un ERP avec les outils qu'ils ont à leur disposition, en paramétrant l'outil à leur utilisation et en organisant, en mettant en place des routines de manière à ce que la fonction appro soit plus fluide, plus sereine et du coup plus optimisée. On optimise aussi au niveau des stocks, on optimise au niveau du temps de travail. Enfin, il y a beaucoup d'optimisation en fait. Entre guillemets, ce sont des petites cases, ce sont des données chiffrées qui peuvent paraître anonymes ou parce que souvent mises à l'écart, parce que c'est pas forcément très glamour, hein, la base de données, mais en fait c'est la base de tout. Et en fait, une fois que c'est mis en place, les équipes se rendent compte de l'intérêt en fait de structurer tout ça. Ouais. Et après, effectivement, on peut déployer les différents niveaux de maturité d'achat. Mais voilà, la première chose, c'est la base, la fondation. Ouais, tout à fait. Et former C'est les équipes essentiel. aussi. Il y a ça aussi, c'est de former les équipes. Ça, c'est hyper important. Parce que c'est bien beau de mettre un ERP tout propre, mais si les équipes ne savent pas l'utiliser, ça sert à rien, quoi. Ouais, tout à fait. C'est une étape extrêmement importante et on se rend compte hein, qu'une entreprise de niveau 1, bah là, c'est évident, il faut passer au niveau 2. Une entreprise qui est dans le niveau 2, parfois, ben, effectivement, il y a plein de trous dans la raquette qui vont faire qu'il faut consolider le niveau 2 avant de pouvoir vraiment passer dans un niveau 3. Et ce qu'on voit très souvent, c'est des entreprises qui sont un pied dans le niveau 3, qui peuvent pas passer vraiment le consolider et encore moins passer sur un niveau 4 de maturité parce que effectivement, il y a certains éléments fondamentaux qui ne sont pas construits dans le niveau 2. Hein, c'est très simple. Hein, si vous voulez faire du data management financier, si la couverture des approvisionnements ne permet pas de tracer tout ce que vous avez acheté avec des données qui sont correctement renseignées, eh ben, garbage in, garbage out, vos données entrantes sont pourries, vos données sortantes sont pourries, vos tableaux de bord vont être pourris et à retravailler. Ça, c'est le sujet qu'on voit dans plus de 90% des entreprises. Donc, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, le travail que tu fais, Céline, ta spécialité, aujourd'hui, c'est vraiment un élément essentiel pour pouvoir consolider les niveaux supérieurs et aller réellement optimiser la performance économique, le risque, embarquer les parties prenantes dans une approche orientée résultat. Et là, on est plus, on va dire, dans les spécialités d'Olivier et de Nicolas, puisque là, on est actuellement en mission où c'est ce que vous mettez en place. Effectivement, j'ai passé le relais aux spécialistes. Vas-y, Nicolas. Ouais. T'as pas beaucoup entendu? Vas-y. Oui, avec plaisir. Donc effectivement, la chance que l'on a, c'est d'avoir travaillé avec Céline sur ce niveau 2 et du coup de récupérer un petit peu tous les fruits de ce que Céline a mis en place. Et ça va au-delà de la formation parce que c'est vraiment, on est dans le changement de culture finalement pour l'entreprise en question. Parce qu'il y a un accompagnement profond, parce que former c'est bien, mais accompagner au changement avec toutes les résistances que l'on voit sur le terrain, c'est encore plus important puisque derrière, ça permet d'avoir le premier socle de travail concret sur la structuration d'un service achat. Et c'est vrai qu'avec Olivier, du coup, on est un peu plus serein aussi pour déployer la suite du programme, entre guillemets. Et entre le 3 et le 4, c'est vrai que c'est pas évident de faire une nuance entre les deux mondes, puisque en fait,
un acheteur en bonne et due forme a tendance à dire, ben, moi, je veux pas me limiter à des leviers économiques, je veux tout de suite intégrer de la RSE, je veux intégrer de la technicité et pas me limiter ou me diminuer sur des aspects uniquement commerciaux, quoi. Ouais. Mais pour autant, en fait, Ouais, on peut avoir ouais. plusieurs niveaux de maturité. Donc, l'idée, c'est de travailler aussi avec la motivation des équipes sur place, d'où l'importance d'être présent sur le terrain et structurer une approche méthodologique et rassurer sur comment on accompagne ces différents niveaux de maturité. Ouais, c'est essentiel, on va le voir, hein. C'est très frustrant, et tu fais bien de le souligner, c'est très frustrant pour un consultant de se limiter à des leviers commerciaux, hein, appel d'offres, massification, contrat pluriannuel, RFA, etc., j'en passe, et de ne pas activer les leviers techniques qui sont spécifiques à chaque typologie d'achat, chaque marché fournisseur, parce qu'on sait aujourd'hui que les leviers commerciaux représentent en moyenne 25% des gains qu'on peut faire sur des familles d'achat, et les leviers techniques 75%. Et donc, comment adapter et identifier les leviers techniques lors d'un projet, et identifier ceux qu'on est capable d'activer, parce que plus on monte en maturité, plus on monte en transversalité. Une entreprise complètement cloisonnée entre services va pas savoir travailler ensemble. On va avoir du mal à mettre en place des projets transversaux où on va amener de la technique, qui va amener des changements dans les habitudes des personnes en interne jusqu'aux clients, de l'innovation, des choses comme ça. Et ça peut être très frustrant pour un consultant de se limiter à ça. Et on est en plein dedans sur différentes missions qu'on peut mener, où effectivement c'est touchy de savoir où est-ce que je mets la barre, parce que je sais que plus je vais mettre la barre haute, plus je vais faire du gain, mais plus je mets la barre haute et plus potentiellement je vais me planter parce que les équipes sont pas prêtes à organiser ça. Et donc là, l'art du manager de transition, du consultant achat, va être d'identifier les leviers techniques facilement activables. Ça dépend évidemment de la situation, pour aller chercher plus de gains que simplement par les leviers commerciaux. C'est tout un art, surtout quand on vient vous demander d'intégrer la dimension RSE. Quand on sait que 90% des leviers techniques sont en réalité les vrais leviers RSE, ce qui permet de baisser l'impact environnemental, en fait, on est un peu entre le marteau et l'enclume. Et c'est ça un petit peu le savoir-faire du consultant. Moi, je vois que Alors, l'heure file. Ouais, vas-y. je vais commenter. Je pense que c'est là aussi un des intérêts vraiment d'être consultant indépendant. Quand on est salarié en entreprise, on est souvent bloqué finalement dans ces silos. C'est très, très difficile de travailler en transversalité. Et pour l'avoir vécu finalement, c'est quelque chose qui, à la longue, vous fait perdre un petit peu l'envie, finalement, de déployer, des projets achats, de grande envergure. Et ce qui est très intéressant quand on est consultant, c'est qu'on voit effectivement les freins liés aux parties prenantes, on voit les freins liés aux silos, mais que quand on est consultant, on a le droit, finalement, d'aller taper à la porte, des différentes parties prenantes de l'entreprise, de la direction, de la logistique. Et ça c'est top parce que en fait, on va pouvoir finalement déployer toute la pédagogie que l'on a, toutes ces compétences métiers que l'on a auprès des autres parties prenantes de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment passionnant. C'est passionnant et c'est même super gratifiant quand on arrive finalement à passer la barrière de ce qui a été pour amener tout le monde finalement à suivre une nouvelle méthodologie, à travailler ensemble et à comprendre un peu mieux les achats. C'est super gratifiant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais globalement, quand on en est là, on se dit ça c'est génial. Et quand on est salarié, on se dit bah, ça c'est typiquement quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est bien vrai. Ouais, tout à fait. Ça ouvre aussi ça ouvre aussi des possibilités d'arriver en tant que consultant versus quand on est salarié. L'écoute n'est pas la même et la liberté d'action est différente. Et oui, alors après, il Tout ne à faut pas fait. aller trop loin parce qu'on se dit ouah, je suis en contact avec tout le monde, j'ai Ouais. même la direction avec moi, c'est super, on y va. Mais là, après, des fois, on peut avoir un peu des sursauts d'ego. Mm. D'ailleurs, c'est des choses que des personnes en interne vont nous dire oh là là, vous allez trop loin, vous avez pris trop la confiance. Mais en tout cas, c'est vraiment, en tout cas, dans le métier du consultant, ce qui est super intéressant, selon Ouais. moi, en tout cas. Ouais, tout à fait. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Un élément quand même fondamental, la contribution au résultat est proportionnelle au niveau de maturité que vous savez déployer. Alors c'est important parce qu'on parle de dans les petites boîtes ou dans les grandes boîtes, on va avoir un TJM plus faible. C'est pas forcément vrai. C'est quand même un schéma qui se retrouve, hein, évidemment, mais on se rend compte que c'est plutôt le niveau de maturité qui va définir
votre capacité à générer des résultats, avoir une valeur qui est reconnue par la direction générale, que la taille de l'entreprise. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, on travaille avec une entreprise qui est du CAC 40, SBF 120, je ne sais plus exactement l'un ou l'autre, donc très très grosse structure qui fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Leur niveau de maturité est relativement faible et donc finalement les TJM applicables sont aussi relativement faibles. Alors que dans une entreprise qui a un plus fort niveau de maturité, qui sera plutôt de type PME, ETI, on va avoir des TJM applicables qui sont plus élevés parce qu'on va travailler, si je reviens ici, on va travailler sur des sujets à beaucoup plus haute valeur ajoutée pour l'entreprise avec des ROI qui sont plus importants. On va y venir juste après. Qu'est-ce qui motive les directions générales aujourd'hui à vous embarquer, à ce que vous les embarquiez dans une progression de maturité, dans la structuration d'une fonction achat et RSE performante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les achats, c'est en moyenne 60 à 80% du chiffre d'affaires des entreprises. Donc la performance économique, on est en plein milieu, mais c'est aussi en moyenne 80%, voire plus, des impacts RSE des organisations. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une fonction achat performante devient une fonction développement durable. On parle de performance économique, sociale et environnementale, et c'est donc la définition du développement durable. Ça explique le niveau 5 de maturité pour information. Bref. Entre un niveau 2 et un niveau 3 de maturité, on constate entre 7 et 15% d'économie directe par l'activation seule des leviers commerciaux. Donc, sans rentrer dans une très grande transversalité, passer d'un niveau 2 à un niveau 3, c'est 7 à 15% de gains directs. Par rapport justement à ce qu'expliquait Céline tout à l'heure, structurer le niveau 2, on va gagner sur les stocks, on va réduire les ruptures, les reliquats de livraison, etc. On fait aussi des gains très importants structurels. Voilà. Quand on passe du niveau 2 au niveau 3, on va aller chercher 7 à 15%. Donc déjà, si vous passez d'un niveau 1 à un niveau 3, on va être sur des gains qui sont extrêmement importants. Quand on passe d'un niveau 3 à un niveau 4, on vient rajouter entre 7 et 10% d'économie. Alors, ça dépend évidemment du nombre de familles qu'on va optimiser, etc. Mais on va être sur des coûts directs et indirects, de l'innovation, de la standardisation, des hausses de productivité, tout ce qui va être lié au levier technique. Et c'est aussi à ce niveau-là où on intègre la dimension RSE. On ne peut faire de la vraie RSE qu'en intégrant la RSE dans les processus achats, d'accord ? Et ça ne se fait qu'au niveau 4, puisque ce sont les leviers techniques qui sont les principaux générateurs d'amélioration des impacts RSE. En dessous du niveau 4, vous cochez des indicateurs, vous faites une politique achat, vous mettez des chartes, etc. Vous faites des belles stratégies, des choses comme ça. Mais les résultats, c'est-à-dire la baisse de l'impact environnemental, l'amélioration des conditions sociales, se fait par de l'activation de leviers techniques. Donc, la motivation des directions générales, c'est de développer la performance économique en premier lieu. D'accord ? Vous leur expliquez les stades. Et derrière, quand on va chercher la RSE, il faut leur expliquer qu'avant d'aller chercher la RSE, il y a tout un chemin. Alors, ça dépend du niveau de maturité de départ. Il y a tout un chemin à faire pour y arriver. Et ça, c'est aussi ce qui va rassurer les directions générales et leur dire que dans le chemin, ils vont déjà générer des améliorations financières. Et à partir du moment où une démarche s'autofinance, ben effectivement, l'entreprise vous suit. On vous a sorti un exemple, un cas réel qu'on a fait chez SWOT, pour vous montrer un petit peu comment une société de consulting, mais même un consultant indépendant aujourd'hui peut accompagner une entreprise de bout en bout et finalement aller générer un chiffre d'affaires intéressant tout en apportant énormément de valeur ajoutée à l'entreprise, parce que c'est ça l'essentiel. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est que l'entreprise a un ROI financier, mais aussi dans sa structuration, etc., qui va lui permettre d'avancer. Il faut savoir que on parle de ROI financier, on peut parler aussi de ROI RSE. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ne mettent jamais en place des moyens juste pour mettre en place des moyens. Toutes les entreprises structurent des moyens pour générer des résultats. Donc, quand vous structurez les appros, que vous mettez en place des process, du data management, c'est toujours pour aller générer des résultats. Donc, les résultats doivent se retrouver à la fin de votre approche, quoi. C'est nécessaire. Donc, dans cette entreprise qui fait 80... Là-dessus, on a un peu deux façons de travailler. Mais je pense qu'il y a beaucoup de consultants. Ce serait même intéressant de savoir, si vous voulez commenter, finalement, comment vous faites pour trouver vos missions. On sent que sur le marché, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent chercher des expertises pointues dans des domaines très spécifiques. Céline, ce qui a matché beaucoup avec notre client, c'est qu'elle était experte de l'ERP sur lequel était notre client. Donc là, on peut parler d'une expertise pointue chez Céline. Chez Nicolas, on irait chercher une expertise très spécifique sur l'aéronautique et les dossiers qu'il a gérés et qu'il a travaillé. Donc,
Ça, on va dire, c'est le premier niveau finalement de développement de son portefeuille client quand on est consultant. Un niveau qui est beaucoup plus complexe, finalement, c'est ce qu'on vous présente sous les yeux. Voilà. Où là, Oui, tout finalement, à on va fait. travailler la clientèle sur un temps beaucoup plus long, Mm. mais on va l'accompagner beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus en transversalité. Voilà. C'est Guillaume va ça. vous expliquer un peu notre fonctionnement. Et ça, c'est vraiment finalement ce qui aboutit chez SWOT de 10-12 années de travail. Et ça aboutit naturellement, en fait, parce qu'on est passé par le point d'entrée formation de manière assez poussée chez SWOT. Et je pense que beaucoup de personnes nous connaissent grâce à notre organisme de formation. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Alors, c'est intéressant aussi ce que tu évoques dans le sens où, eh bien, comme l'expliquait Olivier, tu peux aller travailler dans les universités, former des équipes. En fait, tu peux avoir plusieurs clients formation tout en accompagnant une entreprise, voire 2. En fait, c'est la diversification qui va faire en fait la richesse de finalement votre entreprise, hein, cette capacité à proposer une palette de services qui soit suffisamment diversifiée. Et de la même manière, il vaut mieux être bon dans un domaine que moyennant plusieurs. On a le cas par exemple de Céline qui est très forte dans un domaine et dans lequel il y a vraiment énormément de besoins. Et donc, si elle est identifiée comme étant une experte de ça, elle va trouver des missions beaucoup plus facilement. Après, il faut que vous fassiez des choix. Ça il n'y a que vous qui puissiez le faire. On va vous montrer aussi comment dérouler ce processus puisque on a créé une masterclass dédiée à ça que vous pourrez faire si vous le souhaitez justement pendant la pause, pendant les fêtes. C'est peut-être une bonne idée pour se poser la question de comment je vais architecturer ma proposition de valeur. Là, vous avez un exemple concret qui est assez intéressant au niveau d'une entreprise. Voilà. Donc, en gros, on a commencé par une formation, on a formé les équipes, c'est financé par les OPCO, etc. Et donc, en fait, en formant les équipes achats, non seulement on leur a partagé une approche méthodologique, donc ils ont compris le fonctionnement, le fond, etc. Donc, c'est très intéressant parce que ça crée un déclic sur le rôle stratégique de la fonction achat dans la performance économique. Il nous arrive d'avoir les directions générales qui sont présentes. Il y a toujours les directions achats aussi. Donc là, il y a une vraie prise de recul par la formation qui est un très bon moyen de commencer à accompagner une entreprise. Et grâce à ça, vous êtes identifié comme étant un expert achat, RSE, data, IA, tout dépend des sujets de formation. Une fois qu'on a fait ça, on a lancé un diagnostic achat groupe. L'idée, c'était de vraiment identifier les potentiels de savings, d'accord? C'était l'objectif de l'entreprise, qui était sur un niveau 2 de maturité. Elle voulait aller chercher des savings et la feuille de route organisationnelle et de résultats pour les concrétiser. Et une fois qu'on a remis ce diagnostic, on était identifié comme étant le partenaire pour mettre en œuvre le déploiement. D'accord? Et une fois que ça s'est fait… Ce qui est intéressant, c'est que la formation et le diagnostic, finalement, c'est la même expertise. Ça peut Oui. faire peur de se dire, oh là là, il faut que je monte une formation, il Oui. faut que je monte un diagnostic, il faut que je monte une offre de déploiement derrière des projets. Mais finalement, formation, vous formez les personnes à faire un diagnostic et finalement, ils vous le confient à réaliser ce diagnostic. Ouais. Mais le diagnostic, c'est finalement appliquer la formation que vous avez faite. Ouais, C'est oui, exactement ce qu'on absolument. fait chez SWOT, finalement. Absolument, ouais. Donc, on est Absolument, sur les ouais, tout à mêmes fait. compétences et c'est pas si lourd que ça. C'est juste Non. finalement une mise en avant de votre offre qui est différenciée entre d'un côté je forme et vous êtes en capacité de le faire et on va plus loin. Vous prenez mon expertise où j'ai formé finalement tellement d'entreprises que j'ai vu plein de cas différents pour pouvoir effectivement mettre en œuvre et identifier les priorités d'action. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, une fois que ça c'est mis en place, vous accompagnez l'entreprise dans le déploiement. Vous voyez? Et donc derrière, en imaginant un mi-temps à 800 € par jour, qui est une moyenne qui est quand même très correcte, vous allez pouvoir facturer 136 000 € par an. En imaginant qu'il y a un besoin de recrutement et que vous gériez le recrutement, vous pouvez aller chercher par exemple 30 000 € sur du recrutement. Et en fait, vous accompagnez l'entreprise sur le long terme. Et voyez ici, dans cet exemple réel, dans lequel effectivement, on a chez SWOT, en fait, on va faire intervenir des consultants différents parfois sur la formation, mais peut-être qu'ils peuvent aussi faire le diagnostic. En fait, l'avantage d'avoir toute une communauté, c'est qu'on va faire intervenir les personnes sur différents sujets en fonction de ce qu'ils souhaitent faire, de leur spécialisation, etc. On a eu le cas d'ailleurs juste précédemment, le cas de Céline, une entreprise de niveau 1 ou 2. On va venir amener Céline pour venir structurer ou consolider un niveau de maturité. Et ça permet d'avoir cette approche-là. Et en fait, même en étant consultant indépendant seul, si demain vous trouvez un client,
vous êtes en capacité de l'accompagner sur de la formation, de lui proposer un diagnostic et de déployer vous-même. Vous êtes capable de tout faire. Et en étant capable de tout faire, voyez ici un exemple de rémunération. On va être sur cette PME-là, sur entre 300 et 450 000 euros de facturés par la société, le consultant indépendant, par exemple, sur 3 ans, avec une vision de gain annuel récurrent pour l'entreprise de 3 millions d'euros. Récurrent, c'est chaque année. Donc, le ROI pour l'entreprise est immense. Et donc, elle s'y retrouve. Et donc, en fait, elle n'a aucune raison de mettre un terme à votre mission. C'est vous qui décidez quand vous quittez cette entreprise, entre guillemets. Alors, vous qui décidez, vous voyez ce que je veux dire. Et dans l'idée, c'est un petit peu ça. Vous lui apportez tellement, vous êtes tellement rentable pour elle, un investissement rentable, un moyen rentable, que derrière, vous pouvez l'accompagner sur le long terme, ce qui va venir vous permettre de sécuriser votre activité sans être dépendant d'un seul client. L'entreprise va avoir une gestion structurée de ses achats, de son risque, de ses impacts RSE. Et là, vous êtes sur une mission vraiment hyper intéressante. Et pour finir, ouais. on a des personnes aujourd'hui qui se sont formées chez nous et qui font juste certaines parties finalement Tout à fait, ouais. du programme qu'on vous présente. On a des personnes qui se sont formées chez nous et qui, du coup, se proposent de faire notre formation chez leurs clients. C'est beaucoup plus simple finalement à mettre en œuvre et à vendre. Il y a déjà tous les supports. Et après, pareil, dans la réalisation de projets, on va avoir des personnes qui, dans leur équilibre pro-perso, n'ont pas forcément le temps de partir à l'autre bout de la France en déplacement 3 jours semaine. Et dans ce cadre-là, en fait, ils nous disent j'ai décroché cette mission suite à un diagnostic que j'ai fait, un peu finalement sur la méthodologie SWOT. Est-ce que vous avez un consultant que vous pouvez positionner pour faire mener cette mission à terme, et évidemment avec des accords de partage de valeur. Mais c'est là où c'est intéressant aussi de ne pas être forcément tout seul, mais vraiment d'être dans un réseau de consultants où on peut s'interchanger des missions ou se faire partager mutuellement la charge de réalisation. Ouais, tout à fait. Dites-nous là, pour les personnes présentes, effectivement, comment vous gagnez votre vie aujourd'hui? Quelles sont vos principales sources de revenus? Mettez-nous dans les commentaires, ça peut aussi nous aider à voir un petit peu comment vous fonctionnez. Alors, il est temps pour nous de clôturer ce live. Ne quittez pas parce qu'on va vous présenter effectivement des solutions qu'on a développées pour vous pour accélérer justement vos projets de consulting, que vous soyez déjà en activité ou en réflexion de le devenir. 3 phases déjà pour commencer sur les clés de succès. Mûrir votre projet. Commencez par votre why, votre pourquoi. Et votre pourquoi ne doit pas être uniquement financier. Consolider votre comment, c'est-à-dire une offre structurée, différenciante, lisible. Soit vous la créez from scratch, soit vous vous appuyez sur des écosystèmes. Évidemment, vous avez les sociétés de portage, vous avez SWOT et autres pour vous aider à le faire. Définissez votre what. Priorisez vos sujets sur lesquels vous allez vous lancer. Ensuite, sur les moyens dont vous avez besoin pour atteindre les résultats espérés. Créez votre structure juridique. Développez vos compétences. Achat, RSE, IA, data, pour avoir une offre adaptable à toutes les situations et besoins des clients. Entendez par là les niveaux de maturité. Accéder à des outils performants, logiciels, IA. Aujourd'hui, un consultant, un manager de transition qui travaille sans l'intelligence artificielle se coupe d'une performance qui peut être multipliée par 2, 3, 4. Sébastien, si je te donne un chiffre aujourd'hui sur la vitesse dans laquelle on travaille aujourd'hui chez SWOT, est-ce que tu peux me donner un chiffre qui te vient en tête sur la vitesse versus, par exemple, 2021, 2022? Ça dépend vraiment des sujets. On va parler des sujets les plus basiques qui sont de la gestion de mail, l'agenda. Là, finalement, quand on est sur des sujets complexes où finalement on doit revenir sur une antériorité de conversation, on va pouvoir faire des mails en 2-3 minutes, là où si on revient en arrière, ça pouvait nous prendre 1 heure, 1 heure et demie. Ce sont des sujets où on ne doit pas se louper. Donc, on va diviser par 10 le temps de travail sur certains sujets. Après, sur la partie assistant IA, voilà, là, c'est très, très puissant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des livrables finalement pour un client, calibrés en quoi? En une petite demi-heure? Une petite demi-heure, on va calibrer ça. C'est Là où monstrueux. historiquement, on aurait dû lire des dizaines de références, des dizaines de publications de notre client pour comprendre un petit peu quel est son contexte, quels sont ses enjeux. Et en fait, aujourd'hui, les IA qui sont extrêmement fortes dans leur capacité à lire des contenus et à les synthétiser, bien en fait, nous permettent finalement
de traiter une somme d'informations absolument énorme pour en ressortir les éléments clés et produire le livrable qui est attendu. Ouais, tout à fait. Typiquement, on doit mener un appel d'offres pour un client, on doit présenter ce client dans le cadre de l'appel d'offres. Eh bien, les IA nous aident énormément. Ils nous font faire un gain de temps extraordinaire là-dessus. Ouais, effectivement, là, je montre un petit peu comment ça fonctionne. Les IA, en fait, sont complètement intégrées aujourd'hui au quotidien des consultants indépendants et ça permet, en fait, de venir consolider plus rapidement, d'identifier les leviers qu'on peut activer pour la performance économique, pour le risque, pour la RSE. Ça permet de faire des synthèses de projets de manière extrêmement efficace et donc ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Voilà. Et donc, effectivement, aujourd'hui, vous devez, en tant que consultant, de venir vous outiller et être performant. Et l'IA, c'est une révolution et les managers de transition sont là pour accompagner les transitions et les transitions se font aussi par l'arrivée des nouvelles technologies de travail qui sont très importantes. Vous devez construire votre écosystème IT. C'est vrai que là, moi, j'ai un prise de peu rendez-vous. mélangé les utilisations, pardon, Guillaume. On va Seb, ça va, Seb avoir plusieurs Seb, t'es niveaux dans d'intégration. Seb, t'es dans le stream là. Pardon? Tu m'entends? Je t'entends pas bien. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Moi, ça marche bien. Oula, qu'est-ce qui se passe? Problème de son? Seb, c'est moi là ou... Est-ce Non, qu'on c'est moi, m'entend t'entend bien? bien. Ah, Ou est-ce que c'est une blague de Guillaume? Non, on vous entend bien tous les deux. On m'entend bien? Ok. À cette tête de Guillaume, le retour son est particulier. Moi, je disais, en fait, effectivement, je mélangeais un peu les types d'utilisation, mais on a vraiment plusieurs types d'utilisation. De l'utilisation d'IA standard pour nous accompagner dans la partie du quotidien, gestion des mails, gestion agenda, gestion des rendez-vous, compte rendu. On va avoir évidemment l'intégration dans les projets. Donc là, dans les projets, c'est ce que je vous expliquais. Finalement, vous allez avoir besoin de faire une présentation d'appel d'offres aux fournisseurs de votre client. Et dans la stratégie, finalement, c'était le sujet des leviers. L'IA va vous aider effectivement sur le volet stratégique à identifier quels sont les leviers d'optimisation. vous m'entendez ou pas là? Je comprends rien là. Sébastien, il parle. Je ne sais pas ce qui se passe là. Mais oui, je pense que On tout le entend monde très bien, m'entend bien. Sébastien. C'est Ouais, moi, on je entend pense tous qu'il y a un très bien. problème. J'ai ouvert, mais c'est Ouais. bizarre. Bon, je vois sourire, je comprends rien du tout. Donc je pense que c'est moi qui bug. Là, c'est bon, Faites on un t'entend pouce, bien. c'est moi qui bug. Ouais, vous m'entendez? Bon, je vais essayer de parler, mais c'est catastrophique. Du coup, pour terminer, les solutions pour vous accompagner dans votre projet. Donc déjà, si vous souhaitez être accompagné sur votre projet, vous formez. On a créé une masterclass aujourd'hui de 7 heures pour lancer et structurer votre activité de consultant. OK? Donc, vous l'avez ici sur notre site internet. Elle vient juste de s'ouvrir et vous avez vraiment toutes les étapes pour venir structurer votre activité de consultant. Vous avez 11 modules, une session de coaching collectif à la fin et vraiment, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour venir penser votre business model, clarifier votre pourquoi, etc. Donc ça, si vous êtes en réflexion de vous monter ou d'essayer de comprendre comment améliorer votre activité, vous pouvez y accéder en quelques heures. Et en plus, on a, comme on vient d'annoncer, on a une offre Early Birds, il y a 100 places qui sont beaucoup moins chères, donc n'hésitez pas à en profiter. On a ensuite un partenariat avec Apprendre les achats, Fabrice Menelot, voilà, qui propose un accompagnement des consultants, vraiment de coaching, qui est aussi extrêmement intéressant. Donc, je vous invite à vous renseigner. Ce sera sur la présentation. Vous avez le lien dans les commentaires. Je vous invite à vous renseigner sur ce qu'il propose. On travaille ensemble, c'est très complémentaire et ça peut vraiment vous aider pour vraiment construire votre activité. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent acquérir vraiment toute l'expertise, les outils, donc vraiment le cœur de business, c'est-à-dire vous avez de l'expérience, et on va venir consolider cette expérience. Vous allez rejoindre une communauté qui parle le même langage. Et donc là, tout ce qui va être data management, tableau de bord, stratégie achat, RSE, utilisation des IA, vraiment le cœur de métier de consultant, vous avez la formation Impact 3 qui est disponible avec le niveau Master Black Belt qui est vraiment dédié aux consultants formateurs. On m'entend toujours? C'est bon? Faites un pouce? Wow, incroyable. Je suis parti dans l'hyperespace là pendant au moins une minute. Donc voilà. Ensuite, si vous souhaitez vous outiller pour améliorer votre productivité. Donc là, vous avez un espace de ressources gratuites sur notre site internet. Il y a énormément de contenu. Il y a des modèles de diagnostic que vous pouvez réutiliser
pour vos missions de consulting. Ensuite, vous avez le livre des achats durables pour une entreprise triplement performante aux éditions Duno, hein, qui vaut 20 €, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Et effectivement, vous avez le logiciel Impact 3, je vous l'ai montré rapidement, dans lequel vous avez tous les outils dont vous avez besoin, qui sont rassemblés au même endroit, et ça avance très vite, hein. Donc, les tableaux de bord financiers, extra-financiers arrivent dans quelques semaines. Voilà, c'est déjà extrêmement complet avec beaucoup d'assistants IA qui vont vous aider de la préparation de négociations jusqu'à la structuration de stratégies, etc. Et enfin, pour ceux qui souhaitent construire une offre en un éclair, vous pouvez rejoindre la communauté des consultants certifiés Impact 3, comme Céline, comme Olivier, comme Nicolas, pour vous concentrer sur l'essentiel. En gros, dans l'idée, vous gardez votre structure, mais vous utilisez SWOT comme un cocon pour vraiment déployer votre savoir-faire, hein, accélérer, mieux vous valoriser. Voilà. Et donc, en gros, vous utilisez le même langage commun, les mêmes outils. Vous utilisez, par exemple, si vous avez une entreprise à former, vous pouvez vous baser sur nos formations qui sont finançables, qui sont Calliope. Vous pouvez utiliser le logiciel pour vos missions, etc. Ce qui peut vous permettre finalement d'accélérer, de diversifier plus rapidement votre activité et donc de renforcer la réussite voilà, de ce challenge, tout simplement. Messieurs, dames, suite à ce petit bug technique, il va être temps de nous séparer. Ceux qui souhaitent recevoir la présentation, surtout, n'hésitez pas, vous avez le lien dans les commentaires. Il me reste à vous remercier, Olivier, Nicolas, Céline et bien sûr Sébastien pour C'est un plaisir. Merci beaucoup. pour votre participation. Et de vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Merci à tous. Pensez à nous dire au revoir dans les commentaires. Salut tout le monde. Merci.